Bonsoir à tous et merci d'être là si nombreux ce soir avec nous. On est très heureux à la revue projet de pouvoir rassembler ce soir Vandana Shiva et Gaël Giraud, deux grandes personnalités. Et on est très heureux de pouvoir créer ce dialogue. Merci beaucoup à tous les deux d'être là avec nous ce soir. Thank you very much for being here tonight with us, Vandana Shiva. Et merci beaucoup, Gaël Giraud. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, je porte le t-shirt officiel de la revue Projet sur lequel il est écrit « L'avenir n'est pas écrit d'avance ». Et c'est un peu une conviction qu'on porte à la revue Projet, que même si les perspectives que nombre de personnes nous dressent peuvent être sombres et nous laisser craindre un avenir difficile, on est convaincu que rien n'est écrit et qu'on a tous notre part à jouer pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Et pour cela, il faut faire tout un travail qu'on fait à la revue, qui est d'essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se joue déjà, qu'est-ce qui s'exprime dans le présent, qu'est-ce qui est déjà en germe pour notre société à venir. Et c'est un peu l'enjeu qu'on a dans nos articles, et c'est l'enjeu qu'on va porter ce soir avec nos deux intervenants. Essayer de comprendre face à la crise climatique, face à la crise sociale que nos sociétés dans le monde, dans leur diversité, traversent, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui s'exprime et qu'est-ce qui est porteur d'un nouveau travail pour l'humanité et pour la planète. C'est tout le thème d'un grand colloque qu'on a ouvert ce matin à l'UNESCO. Il faut que je recontextualise un petit peu cette soirée. En effet, la revue Projet ne vient pas de nulle part. Elle est publiée par le CERAS, qui est le Centre de recherche et d'action sociale, qui est un centre de recherche fondé et dirigé par les jésuites, et qui, depuis plus d'une centaine d'années, s'attelle à essayer de comprendre et questionner le monde dans lequel nous vivons, et à partir de la pensée sociale de l'Église notamment, répondre aux enjeux sociaux, écologiques, économiques, du travail, des migrations. Et depuis plusieurs années maintenant, il y a un grand travail de recherche et d'action qui est mis en place autour de la question justement du travail dans cette transition écologique, et pas la transition écologique seulement en tant que telle et technique, mais vraiment pour en faire une transition écologique solidaire. C'est le thème de ce grand colloque qui s'est ouvert ce matin à l'UNESCO et qui se terminera mercredi, après-demain. Et Vandana Shiva et Gaël Giraud sont déjà intervenus ce matin et dans des conférences différentes, et nous font l'honneur de revenir ce soir pour nous parler encore de ce thème, et cette fois-ci ensemble. Et il nous semblait important à la revue Projet, voilà, on connaît les contraintes de tout le monde, de proposer une soirée en plus, un peu en parallèle de ce grand colloque qui se vit. Je reconnais des têtes, je sais qu'il y en avait qui étaient déjà là ce matin à l'UNESCO, mais d'autres non. Et donc on est très heureux d'être avec vous ce soir pour pouvoir prolonger et approfondir le débat. Donc même si ils sont quand même assez reconnus tous les deux respectivement dans leur domaine, je vais les présenter. Donc Vandana Shiva, vous êtes directrice du Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy. C'est ça? Et vous êtes connue et reconnue dans le monde entier pour vos combats écologiques, non violents, féministes. Vous avez débuté avec les Chipko qui s'enlaçaient aux arbres pour empêcher la déforestation, ou mettaient leur corps en barrière humaine pour notamment s'opposer à des projets de mines illégales. Et en 91, vous avez créé l'ONG Navdanya, avec laquelle vous travaillez toujours, qui a pour mission principale de protéger les semences, de les diffuser et de former les agriculteurs à l'agroécologie notamment. En France, on a pu vous entendre dans des documentaires assez reconnus, même très reconnus, comme Solution locale pour un désordre global de Colin Serrault, Enquête de sens de Marc de la Ménadière et Nathanaël Coste, ou plus récemment Demain des fameux Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et on peut vous lire notamment chez Actes Sud en français, avec Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice, et plus récemment en conversation avec Nicolas Hulot dans Le Cercle Vertueux. Gaël Giraud, vos travaux, publications, prises de position sur les questions économiques et écologiques climatiques
font peut-être de vous, je me disais, le jésuite vivant en France le plus connu après le pape François. En tout cas, vous êtes assez reconnu au-delà des sphères des jésuites et de l'Église catholique. Vous êtes économiste en chef à l'AFD depuis 2015, directeur de recherche au CNRS et vous pilotez, co-dirigez la chaire Énergie et Prospérité. Votre carrière vous a autant amené à travailler sur les marchés financiers à New York qu'avec les enfants des rues au Tchad. Vous avez rejoint les jésuites de la Compagnie de Jésus en 2004 et on peut vous lire dans la revue Projet, notamment, mais aussi pour 20 propositions pour réformer le capitalisme. Ça, c'est sorti en 2009. C'était votre premier ouvrage, il me semble. Non. En tout cas, il était très bien. Et plus récemment, Facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus, que vous avez coécrit avec Cécile Renoir, et Illusion financière, qui a été réédité, qui est sorti en poche aux éditions de l'Atelier. Parenthèse pub, vous l'avez sûrement vu déjà, retrouver ces livres chez notre partenaire libraire à l'entrée qui accepte la carte bancaire. On va tout de suite, je propose, rentrer dans le vif du sujet. Ça va être une conversation, donc nos intervenants vont parler à tour de rôle, se répondre, et dans un second temps, on vous laissera la parole, puisque vous avez sûrement des questions à leur poser. Je pose tout de suite ma première question à vous, Madame Vandana Shiva. Alors, what are your suggestions to build a new system where the workplace will be respectful of the earth and serving the human dignity? Big question. First, thank you. And I'm fascinated that you worked in finance and saw the light. So today's workplace is where no one works. Wall Street being one. You just sit in front of a computer and bid on other people's money and their future and their food and gamble. And it's a big casino, which is 70 times bigger than the real economy is the last time I saw. But this amazing earth is a workplace where all beings are working. The earthworm is working. The mycorrhizae in the soil is working. The bees and the butterflies are working. The animals are working. Because work, in accurate physics terms, means anything where you use your energy. The use of your energy to bring transformation. So, ecological energy is what keeps the world running. And most cultures of the world, including mine, have known that the earth is a self-organized living system. She organizes her temperature, she organizes her climate, she organizes the evolution of different species. But we made a huge mistake and created the illusion that the earth is dead matter. In the same illusion was the idea that women, indigenous people, peasants are secondary objects to be owned and controlled and exploited. Fossil fuels redefined the earth and work. It redefined the earth from living to merely being raw material to be exploited by industry. It defined those who work
to care for the earth and sustain human life as not working. And this is the very basis of how growth is measured. GNP and GDP defines as growth that if you produce what you consume, you don't produce. So any circular economy of nature, of community, of solidarity is a non-economy in this definition. Workers were then defined as those whose labor could also be exploited. And so much of the work on justice and equality has been based on preventing the exploitation of labor. All of the work of Marx on alienation of labor and surplus value. The way I see it is another illusion. That's a construct called capital. Capital is not a person. It cannot work. It isn't a living being. It cannot work. But it has been given the creative power to create value. And the way the illusion of the creative power of capital is maintained is by all kinds of mechanisms of taking what nature creates and what people create and assigning it to capital in a mysterious way. I work on seed saving. Navdanya, the movement I started. This became so clear to me that here is the seed that works to go from a seed to a rye plant or a wheat plant or a tree, a coconut tree or an oak tree. Here is the woman who saves the seeds, selects the seeds, conserves the seeds, breeds the seeds, plants the seed, and gets a harvest. And here are corporations like Monsanto who take the seed from nature and farmers and now declare it as their creation and their intellectual property. So the work of nature and the work of peasants is appropriated by the corporations as their creation and invention, for which rents must be paid by the farmers. This illusion of creation is at the heart of what is both destroying the earth, the dignity of work, the relevance of workers. Because when you get onto the treadmill that began with the fossil fuel age, where the tools of extraction and appropriation become defined as autonomous, as above the laws of nature, as above the laws of humanity, and become the creative force by definition. The means is defined as the end. Money and technology, which are both means, are now ends. This then allows a fast forward of technologies and tools that on the one hand increase the control of a handful of people. 5 billionaires today control as much wealth as half of humanity. 5. And these 5 are all related to 2 sectors. Finance, about which Gail... No, you know it. That's what I'm pointing to. No, you are not finance. Of course you are. In my country, I'd call you father. We call Jesuits father. We call nuns sister. The finance, where fictitious money makes money without anyone working, in a second you can multiply. Look at the exchange traded finance, the big investment firms, Vanguard and BlackRock, from nothing in 1998. BlackRock last year was $6 trillion.
bigger than national economies by speculating on money. But the second group is the group they call the IT industry, Facebook, Microsoft. They don't work either. They also collect rents in more insidious ways, and we can talk more about it later. But these people who do no work then control the earth and the workers. When I say control the earth, I have a new book called Oneness versus the 1%, where I'm showing that every problem created for the earth, species extinction, climate change, for the billionaires, it's a new market opportunity. And I wrote that book because I was shocked to see at the Paris Summit on Climate, Mark Zuckerberg and Bill Gates on the stage with the heads of state. I said, since when did they become heads of state? They're just billionaires. I would even call them thieves. And so I went in to try to understand how they got the kind of power they have. Bill Gates is trying to change the entire climate system through geoengineering. He is trying to unleash new GMO technologies called gene drives to push species to extinction by will. Their gene drives are extermination technologies. Mark Zuckerberg uses your friendships to sell them. For people like Cambridge Analytica to analyze and sell them on, so that we have people like Bill Gates appointed as head of state, elected through artificial intelligence algorithms. Zuckerberg has said that in a few decades, 99% of humanity will be useless people. He said this in his Harvard commencement lecture. So the trajectory of the fossil fuel age, which is also the industrial age, has been to first deny people who work that they work, appropriate what they create, and then shed workers, turning both the earth into disposable material, which is what waste is, which is what pollution is, which is what greenhouse gases are. Greenhouse gases are the pollution of the industrial system in the atmosphere. Other pollutions are the plastics in the ocean, the pesticides that are giving cancer, killing the bees, killing the butterflies. But that same set of tools and technologies are also rendering people disposable. So they're imagining farming without farmers. But farming without farmers means farming with more fossil fuels, farming with more poisons, and farming in ways that food becomes the ultimate curse rather than the ultimate sacrament. You know, I went to a Catholic school, so I know when you go to church, you're supposed to have bread as the sacrament. That's what bread is supposed to be. Today, it has become the single biggest cause for disease, and we've just done a manifesto on food for health. It is available on the Navdanya International website, NAVDANYA. We've launched a campaign for a poison-free, fossil fuel-free food and farming system where people shift from disposability to regeneration of the planet, where all hands, all hearts, all minds contribute both to their own meaning, their engagement, and to care for the earth, to ensure that the two problems that we are seeing evolve with a very, very accelerated pace. The problem of planetary collapse, including species extinction,
including climate catastrophes. We've just had a huge cyclone in India called Cyclone Fani. Just tore down totally about 2 miles inland. Every tree destroyed all the crops, but we've saved seeds. The women who were declared as not knowing what they're doing had the seeds for tolerating salt. So we can grow it out from 99 onwards. At a time where we are being told artificial intelligence will render us useless, we've got to reclaim our multiple intelligences. Our cooperative intelligence, our compassionate intelligence, our emotional intelligence, our intelligence that we are part of the earth. And with the earth, we can solve the problems that a handful of men chasing billions have created. As their t-shirt says, the future is not written yet. And we have to write it. Thank you very much. Gaël Giraud, je vous pose la même question, mais en français, ce sera plus agréable pour tout le monde. On sent que le travail, quand même, on a un rapport paradoxal au travail. À la fois, il y a des choses qui ne vont pas, qui détruisent la personne, la relation sociale, qui s'attaquent à l'environnement. Et pour autant, en tout cas, c'est un constat qu'on fait à la revue Projet et qu'on partage avec beaucoup de personnes. On n'a pas envie de négocier cette place-là centrale que le travail occupe dans la vie humaine, et il nous semble qu'il doit garder sa place pour servir la dignité humaine. Comment est-ce qu'on peut gérer ce paradoxe, et qu'est-ce qu'on pourrait créer de nouveau pour justement redonner au travail ce rôle qu'il mérite, tout en l'intégrant dans les limites planétaires? Merci. Dans la version anglaise, il y avait le mot system, a new system. Oui. Dans la version française, il a disparu. Donc je vais essayer de proposer une vision systémique. Il y a un premier aspect, me semble-t-il, qui est mettre au pas la finance de marché, la réguler et faire en sorte qu'elle serve l'humanité et la planète plutôt que le contraire. Je ne développerai pas, si vous voulez, on en discutera tout à l'heure, mais c'est assez évident que nous allons avoir une nouvelle crise financière, quand personne ne sait, d'amplitude peut-être au moins égale à celle de 2007-2009, dans un contexte où les finances publiques des États occidentaux sont beaucoup plus dégradées qu'en 2008, et où donc la casse sociale, économique, humaine, induite par le krach sera bien plus forte qu'en 2008. Il y a un deuxième aspect qui est évidemment, donc Vandana Shiva vient d'y faire allusion, le désastre écologique déjà en cours, qui a déjà commencé, une partie de la biodiversité qui disparaît, des pays qui sont quasiment rayés de la carte, dont les États sont faillis, et des catastrophes qui vont nous arriver, juste pour nous faire un tout petit peu peur, mais je crois que c'est important d'être un tout petit peu lucide, même si l'avenir n'est pas écrit. Si nous ne faisons rien, et j'espère bien que nous allons agir quand même un jour, grâce notamment à des militantes comme Vandana Shiva, si nous ne faisons rien, probablement nous allons faire plus 4,5 degrés de température moyenne à la surface de la planète par rapport à celle qui prévalait avant la révolution industrielle, et une concentration de l'atmosphère en dioxyde de carbone, en CO2, au moins égale à 1000 ppm, 1000 parties par million. Aujourd'hui, on vient de dépasser les 400. Mais à 1000, des expériences montrent que le cerveau humain moyen perd environ 20% de ses capacités. Donc ça veut dire que même les 5 milliardaires qui se seront retranchés dans leur ghetto de riches seront complètement gaga, puisqu'ils auront perdu 1/5 de leur capacité. En tout cas, leurs enfants. Quelques autres chiffres également qui sont impressionnants. La Banque mondiale envisage quelque chose comme 5,2 milliards de personnes qui auraient la malaria autour de 2050, au moins 2 milliards de réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle, etc. etc. Donc c'est dans ce contexte-là, je crois, de la nécessité urgente de réguler la finance de marché d'un côté et de mettre fin à la financiarisation du monde et de faire face et de nous adapter aux désastres écologiques déjà entamés, qu'il faut réfléchir à la question systémique qui a été posée. Le diagnostic, je ne vais pas pouvoir le développer, mais de mon point de vue, de manière très lapidaire, il est la tentative folle
de privatisation du monde. D'une certaine manière, c'est ce qu'a dit Vandana Shiva, de privatisation de la ressource naturelle, de toutes les ressources naturelles, du travail et de la monnaie. Et ceci, ça doit vous rappeler le magnifique livre de Karl Polanyi, dans les années 40, qu'il a écrit en fait dans les années 30, un grand économiste hongrois, qui a déjà fait à l'époque le diagnostic que les régimes totalitaires qui se sont implantés en Europe pendant l'entre-deux-guerres sont venus de l'effroyable désarroi des classes moyennes européennes face à la première tentative à l'époque, qui avait commencé à la fin du 19e siècle, de privatisation du monde. Première grande vague, disons, néolibérale de l'époque. Quand vous privatisez les ressources naturelles, la terre, le travail et la monnaie, vous détruisez le lien social, et ça c'est insupportable. Et donc le corps social se rebelle et cherche des solutions par tous les moyens. Donc vous appelez au secours Marion Maréchal Le Pen, Orban, Trump, n'importe qui, pour vous sauver du cauchemar dans lequel vous êtes installé. Nous avons déjà fait cette énorme bêtise en Europe au début du XXe siècle, nous recommençons la même bêtise en Occident, à l'échelle planétaire aujourd'hui, avec les mêmes réponses, les mêmes réactions. Retour à, disons, une sécurité tribale du côté des pauvres et appel du côté des classes moyennes à des solutions, avec 40 guillemets, autoritaires. C'est ça qui nous guette. L'alternative, je crois, c'est la mise en œuvre des communs. Au sens, alors en premier lieu, évidemment, parce que c'est la plus connue, d'Elinor Ostrom, économiste américaine qui a eu le prix Nobel en 2009, mais au sens, au fond, où les communs sont pratiqués par toutes les populations humaines depuis toujours. Bien avant l'invention de la propriété privée par le droit romain il y a 2000 ans. Et c'est là que se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire du travail un commun. C'est-à-dire non pas un bien privé que l'on pourrait s'échanger comme une marchandise sur un marché, ce qui est le postulat de base de l'essentiel de l'analyse économique orthodoxe, mais une ressource partagée, collective, à partir de laquelle nous pouvons édicter des règles d'octroi de la ressource, de gestion de la ressource collective, communautaire, décidée démocratiquement. Alors je crois que pour transformer le travail de marchandise privée, ce qu'il est aujourd'hui essentiellement, en un commun, il faut opérer deux révolutions. La première, c'est d'abord transformer la production du travail, ce qui est produit par le travail, en un commun. Et donc ça, c'est l'énorme enjeu de décider politiquement, parce que c'est une décision politique, qu'un certain nombre de biens ne seront plus des marchandises privées, mais des communs. Alors, on en invente tous les jours, aujourd'hui, des communs, et vous en connaissez plein. Internet regorge de communs dans tous les sens. Tout ce qui tourne autour du logiciel libre, du copyleft, même de Wikipédia, tout ça, ce sont des communs. Plein d'exemples de communs, c'est la gestion de l'eau dans des tas de bidonvilles, de grandes villes de l'hémisphère sud. Donc l'Agence française de développement a beaucoup fait la promotion d'une gestion communautaire de l'eau, de manière que, surtout les femmes, et l'expérience montre qu'il faut surtout confier ça aux femmes, ça marche beaucoup mieux que si vous le donnez à des hommes. Vous confiez à la communauté des femmes la gestion, disons, d'une fontaine ou d'une source d'eau. Et ce sont elles qui décident collectivement de la mise en œuvre des règles qu'elles ont ensemble décidées. Et l'expérience montre que ça marche beaucoup, beaucoup mieux que la privatisation de l'eau, ça c'est sûr, ça détruit la ressource, mais même que la transformation de l'eau en un bien public, c'est-à-dire le fait que vous confiez la gestion de l'eau à l'État ou à la municipalité. L'exemple le plus fameux de ceci, c'est ce qui s'est passé dans la ville de La Paz, la capitale de la Bolivie, à l'été 2016. La Paz a connu ce que toutes les grandes villes du monde redoutent, c'est-à-dire le Day Zero, le jour où il n'y aura plus d'eau au robinet, ce qui finira par nous arriver un jour si nous continuons de ne rien faire, nous en France. Il n'y a aucune raison que nous soyons épargnés. Et croyez-moi, c'est bien compliqué de vivre quand vous n'avez plus d'eau au robinet. On peut vivre sans électricité. On n'aura plus cette conférence, mais on pourra quand même continuer de vivre. En revanche, sans eau au robinet, aucun d'entre nous ne peut survivre très longtemps. Donc La Paz a connu le Day Zero. Donc en centre-ville, les bourgeois n'avaient plus d'eau. En revanche, les pauvres qui vivaient dans le bidonville autour de La Paz, qui avaient organisé la gestion de l'eau comme un commun, ont réussi à continuer à avoir de l'eau pendant que les bourgeois s'étripaient entre eux pour trouver de l'eau. Donc ça, c'est un exemple très célèbre de réussite de la gestion d'une ressource rare, l'eau, potable en commun. Et on pourrait multiplier les exemples. Maintenant, du côté du travail. Donc une fois que vous avez décidé que la ressource qui est produite et la ressource qui est prélevée sur la terre, pour reprendre le schéma de Vandana Shiva, on prélève, on fait du travail avec ça, et on exude des déchets. Une fois que vous avez décidé que ça, ce sont des communs, comment est-ce que vous organisez le travail lui-même comme un commun ?
là-dessus, je crois que les expériences qui ont été tentées, en gros autour de 2004, dans un certain nombre d'entreprises assez révolutionnaires, sont très instructives. Modulo une réserve que je vais énoncer dans un instant. En quoi a consisté en gros la révolution après 2004 du travail dans un certain nombre d'entreprises? Elle a consisté à dire au fond le schéma classique de l'entreprise, on pourrait dire fordiste, de l'après-guerre n'est plus valide. Ce schéma, c'est, vous avez en haut de la hiérarchie, disons, des ingénieurs qui ont des brillantes idées et qui disent, voilà, il faudrait mettre en œuvre cette innovation technique. Ils la transmettent en dessous à des contremaîtres qui les analysent et qui donnent des instructions à des ouvriers qui les mettent en œuvre. Une fois que l'innovation technologique est réalisée, vous avez des commerciaux qui sont supposés vendre le produit. Donc ça, c'est le modèle que nous avons tous en tête, parce qu'on a tous été formés là-dedans, d'une économie, d'une entreprise linéaire, top-down, avec au sommet de la hiérarchie des ingénieurs qui sont supposés penser. Depuis 2004, on organise les choses complètement différemment. C'est comme si on avait fait un cercle de toutes les parties prenantes de l'entreprise autour de ce qu'elle réalise. Quelqu'un a une idée, qui n'est pas forcément l'ingénieur, il met cette idée au centre du cercle, tout le monde la teste, et elle passe petit à petit les épreuves de réalisation du prototype, puis industrialisation de l'idée, et à chaque étape du processus, elle est retestée par des consommateurs finaux, au final, et les usagers et de toutes les parties prenantes de l'entreprise. D'une certaine manière, ça veut dire que ce qui est produit par l'entreprise, quel que soit ce produit, devient un commun de l'ensemble de la communauté de ceux qui participent au projet de l'entreprise. Ce qui est un bouleversement complet de la représentation de ce que c'est qu'une entreprise. Pour que ceci puisse marcher, alors moi, ma proposition, si vous voulez, s'il faut un système pour sortir de la catastrophe, c'est d'articuler ce type d'organisation de nos entreprises avec, disons, une gestion de la propriété des ressources comme commun et non plus comme privé, comme bien privé, comme marchandise privée. Pour que ceci puisse marcher, il faut revisiter évidemment complètement le statut de l'entreprise lui-même. On a eu en France un début de débat sur cette question avec la loi Pacte, et la loi Pacte, malheureusement, comme vous le savez sûrement, n'a pas du tout tenu ses promesses. Elle aurait pu, au fond, revisiter de manière radicale les articles 1832-1833 du Code civil, du Code Napoléon. Elle ne l'a pas fait, malheureusement. Mais elle avait là une occasion en or de dire, au fond, nous n'avons défini dans le droit civiliste français que la société, qui est une propriété, la propriété des actionnaires propriétaires du capital de la société. Nous n'avons jamais défini ce que c'est qu'une entreprise. Et une entreprise, c'est un projet collectif, c'est une communauté de parties prenantes qui se mettent ensemble pour produire quelque chose. Quelque chose étant un commun de l'entreprise. Alors, si vous prenez ce point de vue-là, il faut évidemment le formaliser juridiquement pour protéger une telle entreprise et pour pouvoir dire son but premier n'est pas forcément de faire du profit ou de cracher un dividende sur action pour les actionnaires. Évidemment, si elle perd de l'argent, c'est pas bien, mais sa fonction première, c'est de rendre service à l'ensemble du corps social. C'est pas d'enrichir les 5 milliardaires qu'a mentionné Vandana Shiva tout à l'heure. Donc, il faut protéger par le droit la possibilité de créer des communs à l'intérieur de nos entreprises. Et donc, ça suppose de conserver l'État. Je dis ça parce que, autour de la thématique des communs, il y a un certain imaginaire un peu, on pourrait dire anarchiste, qui se réinvestit, et que s'il dit chouette, c'est l'occasion d'abattre notre ennemi héréditaire qui est l'État. Et d'ailleurs, si on a un grand collapse, c'est tant mieux, parce que ça va nous débarrasser de l'État. Ce que la politique n'a pas réussi à le faire, la nature va le faire. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'il y a différentes manières de s'effondrer. J'espère bien qu'on va éviter l'effondrement, et que même si nous allons vers des effondrements majeurs, il faut négocier ces effondrements. Et que c'est là que la mobilisation de tous, dès maintenant, est absolument indispensable. Donc le droit, nous en avons besoin pour protéger les communs. Et ça passe par l'inscription, par exemple dans le Code civil, à mon avis, de l'entreprise comme commun. Et puis il y a un autre aspect, pour revenir maintenant du côté de la ressource, qui est la nature. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de débats en France qui tournent par exemple autour de quelqu'un comme Bruno Latour, sur la question de savoir s'il faut donner le statut de sujet de droit à la nature. Et en Inde, par exemple, et ce sera intéressant d'avoir l'avis de Vandana Shiva là-dessus, en Inde, vous savez qu'un certain nombre de militants indiens ont essayé de faire en sorte qu'on puisse donner aux Ganges le statut de la personnalité juridique. Vous savez qu'on l'a fait également en Nouvelle-Zélande, et qu'il y a plusieurs tentatives de cette nature pour donner à des écosystèmes et des territoires ce statut de sujet de droit. Pour ma part, je suis un peu sceptique vis-à-vis de cette proposition, et je vais vous dire la raison de ce scepticisme, c'est que on est en train de tenter de multiplier les personnalités juridiques
alors qu'au fond, nous ne sommes pas certains de savoir ce que c'est qu'une personnalité juridique, à mon avis. Et là, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais au fond, la personnalité juridique dans le droit occidental, ça vient de la personne, la persona, en latin, et la personne, fondamentalement, ça vient de la christologie. Ça vient du grand concile de Chalcédoine au 5e siècle, qui dit ce que c'est qu'une personne. Et d'une certaine manière, les traditions occidentales ont perdu la mémoire, disons, chrétienne, de ses propres concepts juridiques, mais elles continuent d'être vivantes souterrainement à travers ces concepts. Et je crois que c'est ces concepts-là qu'il faut revisiter fondamentalement. Tant qu'on ne le fait pas, on continue de manier des outils qu'on ne comprend plus vraiment, à mon avis. Derrière ceci, il y a aussi un autre aspect, derrière l'idée de multiplier les personnalités juridiques et de les donner à la nature, qui est l'idée que le sujet humain étant traversé, transi par une hubris pas possible, un délire de toute puissance, il faut lui mettre en face des compétiteurs, d'autres personnalités juridiques contre lesquelles il va se cogner pour le limiter. Et on multiplie comme ça les personnalités juridiques, on les donne à un fleuve, un volcan, une montagne, etc. Derrière ça, en fait, il y a toujours l'idéologie de la compétition et de la multiplication des sources possibles de heurts et de conflits juridiques. Peut-être qu'il y a une autre voie à explorer qui est comprendre la personnalité juridique comme ce qui doit s'auto-limiter soi-même pour avoir le droit d'exister. Et ça suppose de revisiter même le droit d'opérer d'un certain nombre d'entreprises. On pourrait s'interroger aujourd'hui sur le droit d'opérer d'une entreprise comme Total et de toutes les entreprises extractives. Elles ont la personnalité juridique, et vous savez qu'ayant la personnalité juridique, elles sont aussi puissantes qu'un État, qui a aussi la personnalité juridique. C'est là, à mon avis, qu'il faut s'interroger. Peut-être qu'au lieu de vouloir donner la personnalité juridique au fleuve, il faut la retirer à une entreprise comme Total. Vous voyez que c'est un tout autre processus, débat intellectuel de pensée politique, qui est de dire, en fait, il faut mieux restreindre les personnalités juridiques et ne les octroyer qu'à ceux et celles, aux groupements, aux collectifs et aux personnes dont on est sûr qu'elles ne nuisent pas à la planète et aux autres dans leurs propres activités. Voilà, ça fait à mon avis une proposition relativement systémique. Vous régulez la finance, il y a un gros travail, mais voilà, je vais très vite. Vous transformez, nous décidons politiquement, parce que c'est une décision politique, de faire d'un certain nombre de ressources, non plus des marchandises privées, mais des biens communs, gérés communautairement, et on pourra en reparler, mais ça ne veut pas dire nécessairement uniquement gérés par des communautés locales. Vous pouvez avoir des communs internationaux, des communs mondiaux, globaux, et puis vous réorganisez le travail à l'intérieur des entreprises, de manière qu'une entreprise, ce soit une communauté, qui travaille sur un commun qu'est ce qu'elle produit, organisé un peu dans le style des entreprises nouvelles qu'on a mises en place après 2003-2004. Alors je vous avais dit tout à l'heure que j'avais une réserve fondamentale sur l'inspiration qu'on peut tirer de ces entreprises circulaires, organisées autour d'un projet que tout le monde alimente le long du processus de création du produit. La réserve, c'est la reprivatisation ultime du produit à laquelle nous assistons très souvent aujourd'hui. Regardez ce qui se passe avec Airbnb, Uber et plein d'autres exemples. Ce sont des entreprises qui en fait utilisent notre capacité collective à travailler, mais qui, au dernier moment, reprivatisent le résultat final pour le bénéfice des actionnaires de l'entreprise. Alors c'est ça qu'il faut refuser. Il faut refuser que les GAFAM puissent tirer profit du fait que nous faisons des clics sur Internet, puisqu'au fond, c'est nous qui produisons la valeur d'un certain nombre de ces entreprises. Comme le disait Vandana Shiva tout à l'heure, la plupart des personnes qui travaillent pour ces entreprises ne produisent rien. Ce sont nous, les consommateurs finaux des GAFAM, qui produisons la valeur de ces entreprises à la mesure même du nombre de clics que nous faisons sur leur site Internet, par exemple. Donc il faut refuser la privatisation de notre intelligence collective, la privatisation des communs que nous créons en permanence, parce que l'être humain est un être de commun. Voilà. Et donc là, il y a évidemment une réserve à avoir par rapport aux exemples qui fleurissent depuis 2003-2004. Ça ne nous empêche pas, je crois, de tirer le meilleur parti possible de la réorganisation de l'entreprise à laquelle nous avons assisté depuis lors. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël Giraud. Vandana Shiva, je vous invite à réagir peut-être à ce qu'on a pu entendre de la part de Gaël, notamment sur peut-être la question des communs, à la fois comment est-ce que le travail, l'entreprise collective peut être un lieu où à la fois on prend soin des communs qui existent et comment est-ce qu'on peut en créer de nouveaux.
Et puis aussi, vous a interpellé sur la question de la nature comme personnalité juridique, en prenant l'exemple notamment du fleuve du Gange en Inde. Thank you so much. And I so agree that the financialization of the world is the future danger. So if you want to know where the big money wants to take us, just follow what they discuss at the World Economic Forum. And this year they discussed digitalization of the living world. The digitalization of the living world is then linked to financialization of the functions of the living world, which is the next economy they are hoping for. It's the next level of the extractive economy. And there is a new convergence taking place very, very rapidly, both to undermine regulation as well as to have a deeper power of control. The financial world, which is now being called financial technology, the world of information technology, and the world of biotechnology, which is manipulating the living world at the genetic level, which is GMOs, gene drives, gene editing, which is the next generation. Fortunately, European Court of Justice ruled that these were GMOs. In the United States, they've said they're not GMOs. In Brexit, confused Brexit, they don't know which way they're playing. We have a report, and I gave it to the director this morning. It's called The Future of Our Daily Bread. Regeneration or collapse, that's the option before us. And besides the global trends, we've put a case study of India and the attempt of financialization of agriculture in one of the states where the suicides of farmers have been very high. And this financialization, interestingly, as so much, goes under doublespeak, where the word means the opposite of what it should. So I was just writing this morning a piece I had to comment on something called the Impossible Burger, which is a GMO soya burger with blood on it. And there's another burger being made in my country called the Ahimsa burger, the non-violent burger, where they multiply cells in the lab. And they're being paraded as natural. In Andhra Pradesh, they have something called zero budget natural farming. It's not natural, it includes GMOs. And it's not zero budget because your bank, BNP Paribas, has given $2.2 billion loan to be paid back at commercial rates. So I'm building a movement domestically because the financialization of agriculture is going with a very organized attack on the commons. It's going with an organized attack on the established agroecological organic ways in which we have developed options to the industrial system. Bill Gates is there in Andhra Pradesh to privatize the seed. Walmart is waiting to take over distribution. This has nothing to do with agriculture for regeneration, and it has nothing to do with the natural agriculture. You know, my own life began in ecological activism 5 decades ago with the Chipko movement, where women of my region came out to defend the forests as a commons, as living entities. And they said, we're going to hug the trees, you'll have to kill us before you kill the tree. We managed to stop the logging. The discussion always in India has been about the commons. The British enclosed our forests, which were commons, and turned them into commodity producing state-controlled property. I started Navdanya, the movement for seed saving, because corporations like Monsanto were saying, we have invented the seed, this will now be our intellectual property, and you will give us rents.
80,000% was the price increase of cotton. Illegal, because in India we've written laws, and I had a big role in this. Article 3J of the patent law says plants, animals, seeds are not inventions, therefore not patentable. In spite of that, Monsanto collects royalties. We have all of these in court cases. Rivers, you mentioned the Ganges. But our civilization has recognized she's our mother. Ganga Ma, we call her. Ganga Ma. And you have a company called Suez that goes around the world privatizing water. They were going to privatize the Ganga. We built a big movement to say Ganga Ma is not for sale. And we stopped Suez from privatizing the Ganges water and commodifying it to supply to Delhi. After the collapse of the Copenhagen Climate Summit, which is why the Paris Summit was important, because Copenhagen had been undermined, sadly, by President Obama, who took the 5 worst polluting countries and turned them into pushers for voluntary systems and not legally binding emissions. President Evo Morales of Bolivia said we were here to protect the rights of Mother Earth, not to protect the rights of the polluters. I'm going to go back and call citizens of the world to write a universal declaration on the rights of Mother Earth. If you look, you will find a draft Universal Declaration on the Rights of Mother Earth, which is a parallel to the Universal Human Rights Declaration. So these movements are there. We've created a global alliance on the rights of Mother Earth. We've had general assemblies in the United Nations on this. And in my own personal work, both the rights of the earth as a whole, all her living beings, her rivers, her mountains, her soil, her land, her territories, as well as the issue of the commons. The enclosure of the commons is the foundation of the rise of capitalism. Without that privatization and enclosure, you couldn't have had the accumulation of wealth, including the commons of the third world. I know every bit of it because we know how the East India Company transferred wealth from India. We were 25% of the world economy. We were reduced to 2% because all the wealth came to build. First the East India Company and then the British Empire. This enclosure creates, because it destroys the common good, it takes away from large numbers of people not only their right to life and livelihood, it is now taking away their capacity to work together, because commons goes with communities. I can't manage a commons as an individual. I have to manage a commons as community. Community and commons are one integral whole. So the destruction of community and the destruction of community rights goes with the enclosures of the commons. And with it goes the polarization of society. The polarization of the society into the super rich and the precarious, and a disappearing middle class everywhere. But there is other polarization. So as a commons, we have seeds. As a commons, we have soil. As a commons, we have water. We produce food as a commons so that everyone has a right to food. But today, another illusion is being crafted that good organic food is a privilege of the elite. The rest should eat junk. And that is part of the twisted marketplace. So instead of accepting that the poor should eat bad food, which gives them chronic diseases, diabetes, obesity, you go to America, the poorest who live in food deserts have the highest rates of obesity and diabetes. And they have no insurance. So they're literally being told, you don't really deserve to live. We have to reclaim food as a common good. We've got to reclaim seed as a common good. But most importantly, we have to reclaim democracy as a common good. Because you're living through this in Europe, in France, we are living through this in India. Where you divide society
between the 5 billionaires and the rest, with some of the elite participating in the economy of the billionaires, voting for those who will help the billionaires get richer. And meantime, the elections are showing very clearly that the poorer tribals, peasants in India are voting for parties that stand for justice. The educated elite is voting for the party that wants to build on hate and polarization of society and divide and rule. The divide and rule was put in place by the British when Hindus and Muslims fought together to get rid of the East India Company. So they're saying if people get together, blacks and whites, women and men, workers and farmers, no chance for us. So you got to divide. And the entire new politics is financed by big money, by the mafia, by organized crime. I mentioned this morning, that Austria suddenly had this 34-year-old vice chancellor. He's just been caught in a scandal. And they're having to have new elections because he was making deals with Russian oligarchs. You pay me to win elections, I'll give you all the public media of Austria. That's the way economies are being run. Deals between crooks in government and crooks in economy. And that's why reclaiming democracy, from the democracy of life to the democracy at our local level, to the democracy of regional levels, democracy of our countries, democracy globally. I have called it Earth Democracy, and I have written a book on it, and it stands on 3 pillars: living economies based on the common good, living democracy also as a common good, and living cultures diverse in particular expression, but one in the culture of being one humanity on one planet. That we can be both one humanity and one planet, while each of us being totally different. I can wear a sari, and Gail can wear his pants, but we have the same thinking. The way we dress doesn't change our humanity. And that is the tragedy. That dress, I find it so funny how clothing has become such a big part of political debates these days. And France takes it to an extreme, doesn't it? Because we fought against the British Empire, and Gandhi brought out the spinning wheel, which is what inspired me to save seeds. He fought for economic nationalism against the empire. So there's an empire. Defending your country's sovereignty is economic nationalism. Dividing your country within on race, on religion, on all other marks of diversity is cultural nationalism. The two are very different. We should not hand over nationalism to the right wing and the fascists. Just like onions have layers, democracy has layers. Very local, in our communities, our regions. The nation is an important layer in between. You can't have a Europe without a France. For France to give up France-ness would be a tragedy. Then Le Pen will have a win. We cannot give up the idea of our future to a politics of hate. And that book that's been written on me on creative civil disobedience is really the lessons I learned from Gandhi. That in this period of time, we have to take his 3 principles. First was self-organization, Swaraj he called it. The ability to govern ourselves as individuals, as communities, and you can't govern yourself as communities without the common good. And you as individual can't govern yourself in the right way without realizing you're part of the community. And your identity is derived from that community. Self-making, we have to bring labor back, work back into economies that serve the earth and serve community. That is what was being sacrificed. That's what we've got to regenerate. And finally, for me, the most powerful part of democracy, satyagraha,
the force of truth, the refusal to cooperate with systems that are lies, that are dishonest, that are brutal, that are genocidal, and that are ecocidal. At the end of it, this is the highest freedom that we have, the power to say no. And I built an Earth University to learn how to live in our times. And we do a course on Gandhi in times of globalization. How do his lessons of compassion, ahimsa, solidarity work in this period of financialization, greed of the 5 billionaires? This course, I think, is on Gandhi's birth anniversary, which is 150 years this year, to the 8th, and then we do a journey to the areas where he did the spinning wheel, and we work with peasants to get rid of GMO cotton and bring back organic, bring back the spinning wheel. You can look for these details on the navdanya.org website, Navdanya. I think we are both living through these dreadful times of imminent extinction and collapse, and these promising times of a future where at the smallest level we can make the change. Thank you, merci. Bon, c'est tellement riche tout ce qu'on entend que peut-être j'ai envie de vous laisser réagir assez librement. Je trouve ça dommage de trop orienter avec une question. J'imagine que vous avez encore beaucoup de choses à nous partager. Oui, j'aurais 3 points. Il y a 3 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est, si vous vous souvenez un tout petit peu du tout début de l'intervention de Vandana Shiva, que je voudrais commenter. En fait, Vandana Shiva a dit, vous savez, nos sociétés, c'est comme des organismes vivants. Elles s'auto-organisent, elles prélèvent sur l'environnement et elles produisent du travail. Et en fait, je crois qu'il faut déchiffrer ça, c'est très juste. Ça provient en fait de la formation de Vandana Shiva, qui a une thèse de physique théorique. Donc, en fait, à la gauche, c'est une thèse de physique théorique, puis j'ai une thèse de maths ici, donc nous avons un autre point commun. Nous sommes très proches l'un de l'autre. Mais je crois que c'est important. Je souligne ça parce que c'est orthogonal complètement à l'analyse économique orthodoxe. L'analyse économique orthodoxe est incapable de comprendre qu'effectivement, une économie, c'est comme un métabolisme humain. Donc c'est quelque chose qui prélève de l'énergie et de la matière, qui le métabolise en produisant du travail, qui est une généralisation du travail mécanique en physique, et qui exude des déchets. Et dans ce travail de métabolisation, le corps humain crée de la structure. En fait, pour ceux qui connaissent, il réduit son entropie interne et il exporte de l'entropie dans le reste du monde. C'est ça ce que Vandana Shiva appelle s'auto-organiser. Donc la Terre entière, c'est une grande structure dissipative, pour parler comme Prigogine. Le corps humain est une grande structure dissipative et une économie, c'est une grande structure dissipative. Ce qui suppose de comprendre qu'elle fonctionne toujours hors équilibre. L'économie orthodoxe est construite sur les postulats exactement contraires. Dans les modèles standards, il n'y a ni énergie ni matière. Donc vous ne fonctionnez qu'avec de l'argent et du travail. Vous ne prélevez rien sur l'environnement. Il n'y a jamais de déchets. Et vous ne produisez pas d'entropie. On ne calcule pas l'entropie d'une économie dans l'économie standard. Et donc vous êtes... l'économie standard décrit un monde complètement hors sol qui viole allègrement les 2 premières lois de la thermodynamique, qui n'a rien à voir avec le monde réel. Ceci, au passage, toujours pour commenter le tout début de l'intervention de Vandana Shiva, crée aujourd'hui un débat colossal à l'intérieur du GIEC, IPCC, entre les groupes 1 et 2. Le groupe 1, c'est des physiciens du climat, des gens pour qui la thermodynamique, c'est absolument sacro-saint. Le groupe 2, vous avez des physiciens et des économistes qui s'occupent en fait de l'impact du dérèglement climatique sur la Terre, sur le monde. Puis le groupe 3, ce sont surtout des économistes qui s'occupent de l'adaptation au dérèglement climatique. Dans le groupe 3, on utilise des modèles qui violent les 2 premières lois de la thermodynamique. Et lorsque les physiciens du groupe 1 regardent ça, ils tombent de leur siège, en disant « mais vous nous parlez d'un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre ». Voilà. Donc je souligne ça pour dire qu'il y a aussi une révolution intellectuelle à opérer du côté de l'économie. Tant qu'on enseignera des balivernes autour de modèles d'équilibre sans énergie, sans matière, qui produisent du PIB à partir de rien, sans jamais de déchets, on n'a aucune chance que les économistes puissent proposer des solutions intelligentes aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est... Donc on a, depuis un moment maintenant, on a beaucoup parlé des communs. On a dit qu'un certain nombre de ressources devaient être transformées en communs. C'était une décision politique.
Vandana Shiva, très justement, a souligné le fait que pour ça, il faut une communauté. Un commun, au fond, c'est une ressource, matérielle ou immatérielle. Une communauté qui décide de prendre soin de la ressource. Je souligne le prendre soin, cuidar en espagnol. C'est le mot qui est utilisé par le pape dans Laudato Si. Prendre soin de la terre, de la Pachamama. Mais qui le fait avec des règles, cette communauté, qu'elle décide démocratiquement. Et là, vous avez le lien entre les communs, la communauté et la démocratie. Vous voyez, il y a quelque chose d'organique là-dedans. Tout est lié. Dans ces règles-là, Elinor Ostrom a souligné quelque chose de très intéressant, je crois, c'est la nécessité d'avoir ce qu'on pourrait appeler des méta-règles qui nous disent comment on va faire lorsqu'on ne sera pas d'accord sur la mise en œuvre des règles. Et il y a plein de populations, on pourrait dire indigènes du point de vue du fantasme occidental, qui depuis très longtemps savent ça. Alors un exemple que j'ai visité pour l'AFD, c'est des pêcheries en Guinée, Guinée-Conakry, dans la forêt du côté de Nzélé-Kolé, qui a été le foyer de l'épidémie Ebola en 2014. Là-bas, les paysans qui vivent dans la forêt sont trop loin de la côte pour aller pêcher, et comme ils vivent dans la forêt, ils ne peuvent pas élever du bétail, donc ils ont un manque d'apport en protéines qui est chronique. Donc la seule solution, c'est d'élever des poissons, de faire de la pisciculture dans les étangs. Simplement, vous voyez que faire de la pisciculture dans un étang, dans une société où il n'y a pas d'électricité, c'est quelque chose où il y a un geste fondamental et très délicat, c'est le moment où vous décidez de sortir le poisson de l'eau. Parce que vous devez le manger le jour même, vous n'avez aucun moyen de le conserver. Et donc pour ça, en fait, des communautés se sont organisées et gèrent, au fond, les étangs et la pisciculture comme des communs, avec des règles extrêmement subtiles. Et je leur ai demandé, mais quand vous n'êtes pas d'accord sur les règles, comment vous faites? Ça arrive bien. Évidemment, je pensais à Elinor Ostrom, qu'évidemment, aucun de mes interlocuteurs n'a jamais lu, bien évidemment. Et ils m'ont dit, ah oui, c'est une bonne question. Eh bien, nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons voir le vieux d'un village qui est à 20 km, qui n'a aucun conflit d'intérêt avec nous, mais qui nous connaît quand même, et puis qui sait un peu ce que c'est que la pisciculture, et on lui demande de trancher le conflit. Donc ça, c'est une méta-règle à la Elinor Ostrom. Et donc, il y a un travail de discernement qu'on pourrait opérer. Et je suis sûr que les femmes en Inde qui gèrent, par exemple, les semences, qui font des banques de semences, de seeds, gèrent les semences comme des communs et ont aussi ce type de méta-règles pour trancher les conflits d'interprétation des règles de premier niveau. On pourrait se livrer tous ensemble ici à cet exercice de se dire, par exemple, au sein de la zone euro, où sont les méta-règles qui permettent de sortir des conflits? Comment est-ce qu'on gère le conflit entre la Grèce et l'Allemagne sur la gestion de la dette publique grecque, par exemple? En fait, il n'y a aucune méta-règle. Comment est-ce qu'on gère le Brexit? Il n'y a pas de méta-règle. Personne n'a prévu même la sortie de l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est un petit symptôme du fait que les communs sont très très loin, et disons d'une intelligence et d'une sagesse institutionnelle très très supérieure à ce que nous avons fait dans la zone euro. Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour reconstruire la zone euro. Ce serait quelque chose d'intelligent à faire. Donc ça, c'était ma deuxième remarque. La troisième, et j'en ai même une quatrième en fait, la troisième c'est... Il y a aussi, donc rappelez-vous la triade de Karl Polanyi. Il y a les ressources naturelles que nous pouvons transformer en commun, il y a le travail, et puis il y a la monnaie. Ça aussi, c'est un enjeu fondamental. En zone euro, par exemple, nous avons privatisé la monnaie, puisque nous avons retiré le pouvoir de création monétaire des mains de l'État pour le confier uniquement à la Banque centrale européenne, qui n'obéit fondamentalement qu'aux banques privées, puisqu'elle ne répond devant aucun corps politique des décisions qu'elle prend. Pour donner un exemple, lorsqu'elle décide, en juillet 2015, une semaine avant le référendum grec, sur la question va-t-on ou non mettre en œuvre les plans d'austérité imposés par les créanciers, lorsque donc la BCE à Francfort décide de couper l'alimentation en euros des banques grecques, au nom de quoi, de qui le fait-elle? En fait, elle le fait pour faire souffrir les citoyens grecs et leur faire sentir que s'ils ne font pas très exactement ce que demandent les créanciers, ça va mal se passer. Et en vérité, dès janvier 2015, Tsipras et Varoufakis avaient reçu en fait des mandataires de la BCE, allemands, qui étaient venus leur dire « Vous allez faire très exactement ce que veulent les créanciers, sinon nous vous couperons l'alimentation en euros ». Tsipras ne l'avait pas cru, il s'était dit « Ils ne sont pas quand même fous à ce point ». Donc il n'avait rien prévu, il n'avait pas prévu de plan B. Varoufakis, comme vous le savez, a essayé de mettre en place un plan B assez farfelu, qui n'avait pas grande chance de réussir. Pourquoi? Parce que la Grèce n'a pas les imprimeries pour imprimer des euros, et n'avait pas suffisamment de réserves dans sa banque centrale pour pouvoir émettre toute seule sa monnaie. Donc une fois que la BCE a coupé l'alimentation en euros des banques grecques, c'était un État sans monnaie, tout simplement. Les Grecs ont vécu une semaine sans monnaie, donc vous pouviez aller au guichet des banques, il n'y avait plus de monnaie, il n'y avait plus d'argent.
Ils ont quand même voté contre l'austérité, 61,5% des voix. Le soir même, Tsipras a dit, bon, on va mettre en place les plans d'austérité, contre sa propre victoire référendaire. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gouverner un pays sans monnaie. Et puis, pour bien faire sentir qui était le patron dans le pays, la BCE a continué de ne pas alimenter les banques pendant une autre semaine. Donc les Grecs ont vécu pendant 15 jours sans monnaie. Il y a eu des dizaines de PME grecques qui ont fait faillite. Et je pense que nous, en France, si on avait vu ça, au bout de 3 jours, on aurait eu des gilets violets dans la rue pour protester contre le traitement que la BCE nous infligeait. Mais je trouve que c'est très symptomatique du fait que nous avons privatisé la monnaie et qu'aujourd'hui, l'institution qui a le pouvoir de créer de la monnaie prend des décisions en dehors de tout débat démocratique en Europe. Question, comment est-ce qu'on fait de la monnaie un commun? Alors, il y a des tas d'initiatives qui se prennent dans cette direction, qui sont les monnaies locales, que vous connaissez, les monnaies complémentaires. Mais évidemment, ça ne suffit pas, parce que ça ne passe pas à l'échelle. Ce qu'il faudrait pour ça, c'est que les monnaies complémentaires puissent faire le tour complet de la monnaie, c'est-à-dire que des fonctionnaires locaux, territoriaux, puissent faire en sorte qu'une partie de leur salaire soit payée dans cette monnaie locale, et qu'on puisse payer au moins une partie de nos impôts locaux dans cette monnaie locale. À ce moment-là, la monnaie ferait le tour complet du cercle de ce que c'est qu'une monnaie qui est émise par l'État, fondamentalement, et elle serait pérenne. Et dans ce cas-là, on vivrait dans un véritable pluralisme monétaire dans lequel l'Europe a vécu pendant tout le Moyen-Âge. Et l'histoire montre qu'elle s'est toujours mieux portée en période de pluralisme monétaire qu'en période de monopole monétaire. Dernière remarque, toujours en commentant ce qu'a dit Vandana Shiva, vous avez remarqué qu'au tout début, elle a insisté sur, on pourrait dire, le lien entre la destruction de la nature et le respect des femmes. Ça, c'est la question de l'écoféminisme. Je crois que c'est un point crucial, fondamental, qu'il faut nous redire en France, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas sûr du tout qu'en France, nous ayons surmonté complètement, disons, le patriarcat méditerranéen issu de la Mésopotamie. Pour dire les choses de manière très très soft. Je crois même qu'il y a un lien intrinsèque très profond entre la jouissance que nous éprouvons à manger de la viande, parce que ça nous place au sommet de la hiérarchie des prédateurs de la planète. Nous pouvons manger la viande des autres. Ne pas respecter les femmes, le viol des femmes, le harcèlement sexuel, l'assujettissement des femmes, etc. Le viol des enfants et la destruction de la planète, des écosystèmes. Il y a un lien très profond, je crois, entre ces 4 maladies, ces 4 pathologies très profondes, qui est un rapport violent au monde, qui veut s'approprier le monde pour soi-même. Voilà. Et donc, on pourrait dire au fond, ce qui nous attend là dans les années qui viennent, c'est apprendre à guérir de ça. C'est une révolution spirituelle, mentale, philosophique, politique, que nous devons mettre en œuvre. Il faut évidemment des ingrédients techniques, donc ce dont nous parlons depuis 1 heure maintenant avec Vandana Shiva, mettre en œuvre des règles intelligentes, des méta-règles qui nous sauvent lorsqu'on n'est plus d'accord sur les règles, etc., etc. Mais au plus profond de la chose, il y a un enjeu spirituel majeur qui est sortir de ces 4 maladies qui sont liées entre elles. Voilà. Can I just say one thing? On the issue of currencies as a common good, the Americans dealt with the Depression of 1930 by having 3,000 local currencies. Otherwise, they couldn't have survived. 3,000 currencies. On the dollar, they wouldn't have survived. Merci à tous les deux. Je propose que maintenant, on ouvre notre conversation à vous. Il y a 2 micros qui vont circuler dans la salle. Je vois que Anne et Louis se mettent en position. Ils font la course pour arriver au micro. Ils sont juste là. Ouais. Pour les questions, on va les prendre, je pense, 3 par 3, et on laissera libre nos intervenants d'y répondre dans le sens et dans l'ordre qu'ils souhaitent. Vous pouvez la poser en anglais, elle sera traduite par notre traducteur. Vous pouvez la poser en français, Sarah la traduira à Vandana Shiva. Vous pouvez tenter dans d'autres langues, mais là, on ne garantit pas la réponse. Donc c'est simple, levez les mains et arbitrairement, je répartis la parole. Donc on va commencer par Madame tout au fond. Et après, on ira sur le côté avec monsieur. Et je vous ai vu au fond, vous serez la 3e question, monsieur. Voilà. Merci. 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 Merci.
Bonjour, je suis Véronique Lucas, je suis sociologue et je voulais apporter des remarques par rapport à cette question des communs. Je suis tout à fait d'accord effectivement avec l'alternative que représente la mise en œuvre des communs. Bon, moi je travaille plus dans le milieu agricole et je vois en fait comment de nouvelles formes d'émergence de communs aident à la transition agroécologique dans le secteur agricole. Mais des fois il y a une vision un peu romantique, je trouve, de cette question, parce que vous parlez souvent tous les deux d'expériences réussies, mais on voit aussi d'autres contextes similaires où ce genre d'expérience n'émerge pas. Souvent, quand on étudie ces communs, on voit qu'il y a souvent deux types de conditions qui permettent leur émergence. D'une part, la présence de personnes, d'acteurs avec des compétences pour animer ce type de dynamique collective, de gestion collective des ressources, ou bien des territoires où des dynamiques collectives ou communautaires ont perduré parce qu'elles ont été en capacité de se renouveler au fur et à mesure des transformations socio-économiques qui ont affecté ces communautés ou ces territoires. Et pour le cas de la France, ça pose la question de quelles conditions sont à mettre en œuvre pour que des communs puissent émerger, puissent fonctionner. Et donc c'est la promotion, par exemple, de l'action collective, de la coopération qui peut être faite à travers le système éducatif, ou bien l'éducation populaire, qui est très diminuée aujourd'hui en France et qui pourtant participe à former des acteurs en capacité de gérer ce genre de dynamique collective. C'est aussi toute la question on forme des ingénieurs très sur le plan technique, et pourquoi pas des ingénieurs pour animer de l'ingénierie sociale, pour animer des dynamiques, faciliter en tout cas l'émergence de ce type de dynamique collective. Et là, je pense qu'il y a tout un pan de réflexion à avoir aussi sur ces conditions, parce qu'il n'y a rien de spontané. Et il faudrait éviter un discours romantique qui pourrait dire, il y a des expériences, donc on voit que ça marche, donc c'est possible. Oui, mais il y a un certain nombre de conditions à réunir, et il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette dimension. Merci. Question suivante. Bonsoir. J'avais une question plus précisément sur la finance et sur la critique que vous en avez faite. Et je trouve que parfois c'est... je suis un peu gêné, pas parce que vous avez dit nécessairement, mais par les accusations un peu grandiloquentes sur la finance, c'est des méchants. Et pourtant, nous, on fait tous de la finance, on a de l'argent dans notre portefeuille qu'on a plutôt que d'en faire autre chose. Et en fait, est-ce que profondément, on ne peut pas questionner les axiomes fondamentaux qui régissent la finance? Parce qu'en fait, les financiers, les grands financiers, c'est simplement des gens extrêmement rationnels qui maîtrisent les règles du jeu mieux que tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, ils arrivent à les utiliser très bien pour produire beaucoup de richesses, enfin, en tout cas pour produire de grandes concentrations de richesses. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement questionner les axiomes plus profonds qui régissent la finance? Par exemple, le fait que la propriété privée perdure dans le temps, alors que la matière sur laquelle elle porte, elle peut changer, et le comportement de la propriété privée dans le temps. Donc c'est toute la question des taux, et qui fonde toute réflexion financière. Et puis en dessous de ça, en fait, l'idée de taux qui est qu'en fait on peut se fonder sur une estimation de ce que pourra produire l'économie de demain. En fait, c'est l'estimation de qu'est-ce que le travail produit. Qu'est-ce que le travail produit? Or, ça, c'est mesuré uniquement dans un compte de résultats et des normes comptables que personne ne questionne. Et ce qui me choque le plus, enfin, dans mon expérience professionnelle, c'est que la façon dont un compte de résultats est construit met le travail comme une charge tout en haut, dans une petite ligne, alors qu'en réalité, personne ne mesure les externalités négatives et positives beaucoup plus globales. Et on fonctionne dans une espèce d'économie complètement virtuelle où on ne prend en compte que ce qui est chiffré. Et beaucoup de choses ne sont pas chiffrées. Merci. Et une troisième question, on essaie de faire les deux interventions sont très intéressantes, mais des questions un peu plus directes pour permettre à tout le monde de pouvoir Mrs. Shiva. Le poser. My question for Mrs. Shiva is about India. I was in 2009-2014 in India.
And I noticed that maybe there are as many healthy people in India as all European people. Remember, there was a plane between Delhi and Mumbai every 10 minutes. I did a back and forth in the day. And besides this, what we hear is that poverty is regressing. There is less poor, that technology like a mobile phone has brought possibility to the agriculture to sell better their production. And all this is today in the newspaper with something that says it's going better. It's always better. There are less people who are hungry, etc. But this weekend in Libération, it's a newspaper in France, there was a double-page article on India, and it seems to be that it's a little going in the other direction. So they talk mostly about climate impact already. So last year in France, it was, I think, the first year we had a real climate impact. There has been some rivers completely drought, some wells in the mountain completely drought that has never been before. This was the first year that we had this kind of, I think, impact in France last year. And here they tell about something similar in Kerala, where plants do no more grow as usual, and that people are lost. So what is really the situation of the people in the agriculture in India? Is it better? Is it less? Was it going better since, well, I don't know, in the beginning of the century? Now it's again going worse. It's interesting to know. Merci. Est-ce que vous voulez commencer? Yeah. Do you want to start? Yeah. I think reclaiming and regenerating the commons and what's being increasingly called commoning is not a theoretical exercise. It's of course a conceptual recognition, but to create the commons, you have to make the commons. You have to act. And in the action, there are two things that happen. First, you shed the illusions that have made you think you're alone, you're an atom, you're competitive, you're selfish, you're greedy. These are all layers of constructions. And these constructions shed, like the snake sheds its skin and a tree sheds its leaf. It's time for us to shed our illusions. The second is begin wherever you are. Wherever you are, whatever you do, whatever is your space. If it's education, begin there. Reclaim education as a commons. If it's health, begin there. If you're a farmer, begin there. All of us eat, we can begin there. I remember I was at the time of the Paris summit, the group of farmers growing organic wanted Paris turned into an organic region. And of course, for doing this, they wanted a new partnership between those in the city who have the resources and young people who want to be farmers but have no resources, but will do the work to grow organic. This is the commons of food. And for me, learning how to shape the commons is a learning both from our cultures, but also from nature. If you think of the fact that in the soil are these amazing mycorrhizal fungi, in a cubic inch, 8 miles of them, and they can go far away and pick up nutrition and bring it to a plant that doesn't have it. They are creating the commons of the soil food web. Or take the bee. Today is World Bee Day. Look at the amazing commons the bee creates. It goes to a flower, it pollinates the flower, creates the next generation of that plant, makes the seed, comes back with honey. This mutuality is the way nature works. If we just observed a little more carefully and shed those illusions,
we'd be able to shed the hesitation. Our hesitation comes from the head and 200 years of brainwashing. Our jumping into creating the new future can happen the minute we look at nature, we look at people, how communities with nothing, how do they generate their lives? In terms of the issue of finance and investment, I'm going to leave most of it to you, but just two things. The financial world wasn't as big as it is till deregulation of globalization, particularly the dismantling of the American Glass-Steagall Act, which kept people's savings separate from speculation and investment. It merged the two. And that's why now when Wall Street collapses, people lose jobs and homes. That's why Greece lost its economy. And half of the Italians have no work, young people, unemployed. That's the reason you have yellow vests. The issue of private property, of course, is the first step of enclosure of the commons, but the huge growth, an abnormal growth of the financial economy, which reflects the growth of cancer. You know, cancerous cells don't know when to stop growing. Most cells know when to stop growing and when to die out and be replaced. Healthy cells are replaced all the time. Cancerous cells don't know when to stop growing. The financial economy is a cancer on the planet and on the economy. And the idea of privatization on which it is based, of course, begins with enclosing the commons to create private property. Privare was the root of private, to deprive. It deprived the commoner to put land initially in England and the forests. And today we see the financial world privatizing the entire planet. I watch this with the forests. I watch this with agriculture. I'm writing a dictionary, and I hope we can do this together. I'm writing a dictionary of economy. I'm not an economist. But I get shocked at the way in 200 years, every meaning of every word has changed to be the opposite. So what was the word investment? What does investment mean today? You have financial power to invest. If you have finance, you're an investor. The definition of investor is those with money. What's the meaning of invest? Those who renew and dress in a new way. That's why the investor ceremony, you know, in universities comes from investment. I can invest care. It's an investment. I can invest making the commons. It's an investment. We've got to get out of the trap that the only investment is money. And those with money, therefore through investment, can privatize all the common goods of the planet. The reality of India, it would need another 3 lectures. But let me be very quick. So what's the reality on hunger? Every 4th Indian is hungry today because our agriculture is not serving either the earth or the farmer. It is becoming increasingly a commodity system. And every 2nd Indian child is malnourished, wasted, stunted. So when it gets too troublesome, what do privatized governments do? Shut down the agency that measures it. 300,000 farmers have committed suicide. Farmers are marching every day. Their issue was not even in the elections. They were on the streets throughout the year to talk about the agrarian crisis. What does the government do? Shut down the data collection on farmers' suicides. So we have a very deep agrarian crisis. We have an extremely deep hunger crisis. And if I'm growing tomatoes, and if everyone's growing tomatoes, having a cell phone to find the price of tomato doesn't help me get food because I stopped growing food. I'm growing a commodity.
And knowing the price in Delhi or in Paris doesn't help me sell, because the mechanisms of distribution have collapsed. The phone does not distribute food. It keeps you busy, thinking it's rescuing you. Zuckerberg wanted to get in through the phone system on India's agriculture, and we stopped him. Potato. We've been told, with World Bank initially, and even our current Prime Minister, said we should only grow pot. He didn't mean marijuana. He said potato, onion, tomato, commodity crops, all perishable. So Indian farmers are growing potatoes and selling a 50-kilogram sack for 5 rupees. €1 is about 80 rupees. Just imagine what that means. When Pepsi takes potatoes, it sells 20 grams of chips for 20 rupees. 20,000 jump in profits. Food is being turned into raw material. Farmers are being turned into commodity producers, and their labor is being turned into a commodity. And their land would be turned into a commodity, but we have laws that prevent land alienation. Pepsi doesn't just exploit the farmer on the price, it wanted to sue Indian farmers, 3 Indian farmers, for 10 million rupees each, saying, you saved our potato variety. Well, we wrote laws, and I was part of drafting this law, which has in the breeders' rights, there's a system called UPOV that came out of France, but in India we changed it, and we said breeders and farmers' rights. Farmers have also been breeders. We put Article 39, farmers have right to save, exchange, sell, improve seed, no one can take it away. I sent this text to the lawyers defending the farmers, and Pepsi was forced to withdraw, which is why laws matter. So the media is also in the hands of the 1%. The stories you get are not necessarily true. The only way to know what's really happening is through networks of solidarity. So I would say information must become the commons. Je vais répondre aux questions, mais j'aimerais rebondir sur le magnifique exemple que donne Vandana Shiva sur un téléphone ne donne pas à manger, parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques mois à Paris, où la personne qui était en face de moi me disait « c'est extraordinaire, on va pouvoir bientôt donner quasiment gratuitement à des paysans du Sahel une application qui va leur permettre de savoir où il y a de l'eau autour d'eux. C'est relié à un satellite qui donne l'info, etc. Et donc, en 3 minutes, s'ils cherchent de l'eau, ils sauront où il y en a. » J'ai dit, c'est extraordinaire, mais s'il n'y a pas d'eau? Ah non, t'as pas compris. En fait, le téléphone va te dire où il y a de l'eau, et comme ça, tu as une appli. Je dis, d'accord, mais s'il n'y a pas d'eau, vous voyez. Et ça a pris 5 minutes pour que l'interlocuteur comprenne que le problème du Sahel, c'est qu'il n'y a plus d'eau. C'est pas de savoir où il y a de l'eau. Oui. Voilà, je crois que c'est assez proche de ce que vient de dire Vandana Shiva. Je voudrais revenir sur la question de l'apprentissage du collectif. Je suis complètement d'accord avec vous qu'on ne peut pas créer des communs si on continue de vivre avec un imaginaire de la concurrence pure et parfaite, du level playing field de la Commission européenne et de l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, c'est sûr. Donc il faut se désintoxiquer de cet imaginaire-là, et pour ça, déjà commencer par désintoxiquer les économistes, puisqu'il y a eu quelques expériences qui ont montré que les étudiants en économie sont plus méchants à la fin de leurs études qu'au début. Donc on fait des tests au début, à la fin, et pendant 4 ans, 5 ans, on leur explique que l'homme est une brute égoïste et méchante, et ils finissent par le devenir eux-mêmes. Donc il y a un vrai enjeu d'éducation, je suis d'accord. Sur la finance, je voudrais revenir dessus. Il y a des gens évidemment extraordinairement intelligents dans la finance, il n'y a aucun doute, tout à fait rationnels, comme dans beaucoup d'autres endroits, il n'y a pas du tout que dans la finance. J'ai quand même en moyenne trouvé des gens plus intelligents en physique théorique qu'en finance. Mais je voudrais quand même donner quelques exemples. Dans la salle de marché où j'ai été, moi j'ai jamais fait de deal, j'ai jamais été trader.
Donc j'étais quant, donc je faisais des maths pour les traders. Dans la salle de marché où j'ai travaillé, un jour on a vu le chef de la salle de marché descendre de l'étage du dessus, qui était l'étage des chefs, pour venir dans la salle des marchés. Il s'est installé. Alors une salle de marché, c'est comme cette pièce, mais avec des rangées d'ordinateurs. Et devant tous les 3 ordinateurs, vous avez un trader avec ses téléphones, etc. Et il s'est installé à un endroit où il y avait des ordinateurs libres, et il s'est mis à jouer à Tetris. Pour ceux qui connaissent, c'est des petites briques qui tombent. Voilà. Alors au bout de 5 minutes, tout le monde médusé lui a dit « Chef, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il nous a dit écoutez, je m'emmerde tellement dans mon bureau tout seul là-haut que je vais jouer à Tetris avec vous. Voilà. Donc ça, je veux dire, c'est pas symptomatique d'une institution extrêmement rationnelle. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, beaucoup plus grave au fond, parce que ça, c'est une anecdote. Si vous prenez la mesure du risque dans un portefeuille, c'est un tout petit peu technique, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle la value at risk en anglais. C'est une certaine manière de mesurer le risque pris par une entreprise à travers son portefeuille. On sait aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, que la value at risk est une très mauvaise mesure du risque, pour des tas de raisons techniques, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Il y a des mesures du risque alternatives, sur lesquelles j'ai travaillé, d'autres, etc. Il y a une grosse littérature académique là-dessus. Tout le monde, enfin, les gens un peu informés le savent. Il n'empêche que toutes les banques du monde continuent d'utiliser la value at risk. Pourquoi ? Parce que, alors qu'elles savent, enfin, les gens informés dedans savent que c'est une très mauvaise mesure. Et qu'elles sous-estiment notamment ce qu'on appelle les queues de distribution et donc la vraie dangerosité des risques rares. Pourquoi est-ce qu'elles ne changent pas de mesure ? C'est parce que si une banque change toute seule de mesure du risque, elle va se mettre à pricer, donc à donner un prix à ses actifs différent de celui des autres, qui elles vont rester avec la value at risk. Donc elle va être hors marché. Et vous ne pouvez pas gagner tout seul contre le marché. Donc elle va perdre de l'argent. Donc elle est obligée de prendre le risque, de continuer à mesurer ses risques avec une mauvaise mesure, parce que c'est ce que tout le monde fait. Et donc ça crée un conservatisme intellectuel des banques, à cause du mimétisme grégaire des marchés financiers, qui est l'opposé, à mon avis, de la rationalité. Et puis un troisième exemple que j'ai vécu, c'est, vous savez qu'en 2007-2008, ce sont notamment ce qu'on a appelé des CDO, des Collateralized Debt Obligations, qui ont explosé, donc des gros paquets d'actifs pourris. Et pour avoir moi-même calculé le prix de ces CDO en 2003-2004, je n'avais pas du tout anticipé la crise de 2008, mais quand même, j'avais bien vu qu'on était incapable de mesurer la dangerosité de ces actifs. Donc j'étais allé voir la banque pour laquelle je travaillais et j'avais dit écoutez, ces CDO-là, on n'arrivera jamais à calculer la probabilité, ce qu'on appelle la probabilité de défaut, le risque de contrepartie de ces actifs-là. Et donc c'est très dangereux. Et la réponse qui m'a été faite, c'est écoute, on gagne tellement d'argent avec, pourquoi tu ne veux pas faire la fête avec nous ? Donc ça non plus, et vous savez bien qu'il y a plein de gens qui ont tiré la sonnette d'alarme avant 2008 et qui se sont entendus répondre ça. Donc ça, c'est pas du tout rationnel non plus, même dans l'intérêt de la banque. C'est pas rationnel. Alors après, est-ce qu'il y a des réformes à mettre en œuvre plus subtiles que de fermer les banques ? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Il faut évidemment réécrire les normes comptables internationales, vous y avez fait un tout petit peu allusion, les normes IFRS. Il faut évidemment réécrire le cadre prudentiel dans lequel travaillent les banques, ce qu'on appelle BAL 3. Il faut faire la même chose pour les assurances, parce que vous avez le même problème pour les assurances. Solvency 2, solvabilité 2. Il faut mettre en place, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui un green ou un brown penalizing factor. Donc, demander aux banques de faire beaucoup plus de réserves en capital à chaque fois qu'elles accordent un crédit brun que lorsqu'elles accordent un crédit vert, un vrai crédit vert, etc. Vous avez plein de mesures de réforme du cadre comptable, intellectuel, prudentiel dans lequel travaillent les banques, qu'on peut mettre en œuvre. Tout ça est très documenté. J'ai moi-même écrit, non pas des tonnes, mais enfin quand même des kilos d'articles là-dessus. Ça bouge très 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 lentement. Il faut quand même le reconnaître. Voilà. Et puis, je voudrais là-dessus rebondir sur ce qu'a dit Vandana Shiva, qui me paraît très juste. Le cœur de la question, c'est le Glass-Steagall Act. En 1933, donc Roosevelt, 3 mois après avoir été élu, a coupé les banques américaines, sans état d'âme, entre banque de crédit et de dépôt d'un côté, c'est-à-dire le métier traditionnel de la banque, celle que vous connaissez au coin de la rue, et la banque de marché. Non pas pour tuer les banquiers, mais pour couper ces deux activités et faire en sorte qu'elles ne soient plus solidaires l'une de l'autre. Dans les années 90, partout, aux États-Unis, en Europe, nous avons aboli le Glass-Steagall Act, alors qu'il n'y a pas eu une seule crise bancaire entre 1933 et 1990, en gros, 85 pour simplifier, en Occident. Donc, dans un régime de Glass-Steagall Act, nous n'avons eu aucune crise bancaire.
à partir de la fin des années 80, début des années 90, on a aboli cette loi, et on a recommencé à construire des monstres, qui sont des banques qui cumulent ces deux activités. Et, ça ne vous étonnera pas, depuis lors, nous avons en moyenne une crise bancaire tous les 4 ans sur la planète, tous les 4 ans. Ce sont ces fameuses banques dites universelles, qui ont été vendues en France comme des banques universelles, avec cet adjectif qui veut dire qu'on cumule ces deux activités. Alors universel, nous les Français, on aime bien, parce que c'est notre vocation de travailler pour l'universel, la Déclaration des droits de l'homme, tout ça, René Descartes. Mais en réalité, ce que ça cache, c'est la combinaison de deux activités de banque qu'il ne faudrait jamais mettre ensemble. Nous avons eu une loi en 2013, de Pierre Moscovici, qui est une loi destinée à couper les banques, mais qui ne coupe pas les banques. Donc le préambule de la loi dit il faut couper, et c'était la mise en œuvre du discours du Bourget de François Hollande. Rappelez-vous, mon ennemi c'est la finance. Et très vite, le gouvernement Hollande a mis en œuvre cette loi qui en fait, pour les initiés, avait été écrite par les banques, parce qu'elle est destinée à ne pas couper. Donc c'est une nouvelle créativité juridique où vous dites il faut faire bleu et vous faites rouge, avec l'intention déclarée de ne jamais faire bleu, mais pour pouvoir dire on a fait bleu, donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Au niveau européen, Michel Barnier, commissaire européen, qui n'est pas un gauchiste chevelu barbu, que je sache, a essayé de faire passer la même loi, directive européenne, couper les banques. Malheureusement, ça a été retoqué par le Parlement européen. Sur le fondement de quoi ? Certainement d'un lobbying très intense auprès des députés européens. Voilà. Et puis, je voudrais rajouter un dernier mot sur le commentaire de la personne qui pose une question en disant « Pour la première fois en France l'an dernier, nous avons connu l'impact du dérèglement climatique ». Ça fait bien longtemps, c'est beaucoup plus qu'il y a 1 an. On a commencé à percevoir l'impact du dérèglement climatique. Si vous allez un tout petit peu dans la Creuse, que je connais un petit peu, au centre de la France, vous interrogez les agriculteurs creusois, ça fait des années qu'ils voient les chênes disparaître. Or, le chêne, dans la campagne creusoise, c'est l'arbre fondamental qui structure la totalité du paysage. Si les chênes disparaissent, le paysage creusois disparaît. Pourquoi les chênes disparaissent-ils ? À cause du réchauffement climatique. Donc les gens qui sont un peu proches de la nature voient l'impact du réchauffement climatique depuis très longtemps. C'est nous, les citadins, qui vivons hors sol, qui sommes déconnectés de la réalité, qui ne voyons pas depuis tant d'années l'impact du réchauffement climatique. Merci. Il est 9h15, on a une contrainte horaire qui est le taxi de Vandana Shiva dans un quart d'heure. Donc je vous propose qu'on prenne encore 10 minutes avec 3 questions courtes et efficaces. Les réponses seront pareilles. Je vais devoir être très arbitraire. Donc il y a Madame en marinière, voilà, on voit bien une marinière, c'est efficace. Et Anne a déjà choisi, félicitations. Et Madame au fond, voilà, je suis désolé pour les autres, c'est complètement arbitraire. Allez-y, vous avez le micro. Merci, j'espère que ma question intéressera la majorité. Moi, je suis géographe, j'ai une question d'échelle. Il me semble que dans ce qu'Elinor Ostrom a étudié, tous les exemples qui marchent de commun sont plutôt des communautés relativement réduites. Et moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quand même une espèce de taille critique au-delà de laquelle cette gestion en commun devient plus ou moins problématique. Vous avez rapidement évoqué une gestion à une échelle internationale ou plus globale. Mais moi, ma question, c'est comment justement on arrive à articuler les échelles et éventuellement à passer à des communs à un niveau régional, national et intermédiaire, quoi. Voilà. Merci. Madame au fond. Et puis le micro va arriver pour la 3e question. Oui, bonsoir. Ma question rejoint un peu la précédente. Je voulais, pour bien comprendre le concept des communs, voir quelle différence vous faites avec vraiment un certain collectivisme, et on éviterait les désillusions. Malgré tout, on a connu historiquement avec le collectivisme, et en fait, quelle place vraiment vous laissez à la propriété privée, qui joue quand même un rôle aussi, sans doute peut-être égoïste, mais en tout cas de motivation par rapport à la nature humaine. Oui, bonsoir, Elsa Nedelec. Merci beaucoup pour vos interventions et merci de prendre ma question. Je voulais rebondir sur le propos des maladies qui seraient liées entre elles et la question de l'écoféminisme. Vous avez parlé d'un enjeu spirituel majeur pour sortir de là. Moi, j'ai la conviction également que beaucoup de mots viennent de là et finalement de la quête de chacun d'un point de vue spirituel et de transformation. J'aimerais avoir vos points de vue depuis le monde occidental, mais aussi on a la chance d'avoir du monde oriental,
quelles seraient pour vous les voies ou les pistes à explorer pour accélérer, favoriser ce changement, en tout cas cette transformation spirituelle qui pourrait être un préalable, en tout cas une partie de la réponse. Merci. Merci beaucoup. Je propose du coup pour répondre aux questions que vous commenciez, avec le temps que vous avez, et Gaël Giraud se proposera de terminer, même si vous devez partir, ce qu'on comprendra tout à fait. All life begins in the small and grows. And it doesn't grow limitlessly. Like I said, only the cancer cell doesn't know when to not stop growing. So when we start getting troubled about how do we work for the common good collectively, like I said, we need to shed all the blockages and the mental prisons that have been created for us and start learning from life. Just think of the fact that you are only 10% of your cells. You're 90%, 100 trillion organisms in your gut microbiome. Now those 100 trillion organisms know exactly what to do. They know exactly what food to eat and transform through which enzyme into which neurotransmitter. And they're not having a big debate saying, how do 100 trillion of us get together? They're doing their work. And we need to do our work by beginning in the small where we are. And that's why community is vital, short chains are vital. Just seeing in the Financial Times a big award for a circular economy, the biggest waste-seek recycling. Waste-seek recycling is not the circular economy. Giving back locally to the earth, to community, that is the circular economy. Begins in the small. And the same answer goes to the doubts about collective action. You know, we've been groomed because workers were so badly exploited by capital in manufacturing and industrial production. They had to get unionized. But a union means unity within one manufacturing unit. We now need unity across different spheres of society and economy, across our different diversities. That is the one humanity challenge we have. And this unity is not uniform. We are not uniform. The doubts come because we've got so used to organizing in uniformity. We need to break out of that. Including the issue of ecofeminism. Ecofeminism doesn't mean women get together and say we can protect the earth. Women have been protecting the earth even while industrialism was taking over huge amounts of the dominant economy. Who was taking care of the food? Who was taking care of the water? Who was taking care of the children when the poison cartel was giving cancer? Who was taking care of the cancer victims? It's because women in all the mal-definitions of economy continued to live the economy of caring and sharing. That they are the teachers of this moment, where everyone has to be in the economy of caring and sharing. And if you look, it could be in Christianity, the teachings of Christ. In India, all the Vedas and the Upanishads. Guru Nanak's teachings in Sikhism and Buddha's teaching in Buddhism and Mahavir's teaching in Jainism. All of them teach you the highest duty is to care for creation and share her gifts. No text says starve your neighbor. I did a big meeting on food and faith. I just told people, I told the bishop, I told the priest, I told the Gurudwara person, I said, just talk about what your text tells you about food. All texts teach the same thing. Take care of the earth and feed the hungry. This is the way we take
the learnings of ecofeminism which has come from activism and movements and merge it with the teachings of our deep faiths for the big transformation in this precarious moment. Thank you. Goodbye. Thank you very much. Merci pour les applaudissements. Et il va falloir reprendre la parole après ça. Du coup, je vous offre les 5 dernières minutes effectivement, pour conclure à partir des questions et de ce qu'on a pu entendre de Gaël. Merci d'avance. Merci. Je reprends les 3 questions. La question de l'échelle est effectivement fondamentale. Vous avez raison de la poser. La plupart des exemples connus de réussite de mise en place de communs sont plutôt des exemples locaux. Vous avez raison. Il y a quand même un exemple international qui est toujours le même, parce que j'en connais qu'un, malheureusement, donc ça signale une difficulté, mais il y en a quand même un, c'est ce qu'on appelle DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est un réseau international dont le siège est basé à Genève, qui met ensemble des laboratoires de l'industrie pharmaceutique privée, des ONG et des États, pour faire quoi? Pour produire du médicament contre des maladies négligées par le secteur privé, parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour ces médicaments-là. Donc un exemple, c'est l'hépatite C. Vous savez qu'une thérapie contre l'hépatite C en Europe, c'est plusieurs milliers d'euros. L'Égypte est ravagée par l'hépatite C. La plupart des Égyptiens sont incapables de payer le prix d'une thérapie contre l'hépatite C en Europe. Mais DNDi réussit à commercialiser la thérapie pour l'équivalent de $300 en Égypte. Ce qui devient accessible, pas à tous les Égyptiens évidemment, mais quand même à une grande partie de la population égyptienne. Alors pourquoi est-ce que c'est un commun? Enfin, pourquoi est-ce que ça revient à traiter la santé comme un commun? Mais parce que l'institution internationale qui essaye de produire la thérapie n'est ni une institution purement marchande, puisque le réseau est non-profit, ni une institution publique, c'est pas un État, mais qui est une espèce d'institution hybride, nouvelle. Et c'est ce type d'hybridation institutionnelle, à mon avis, qu'il faut inventer. Après, vous avez plein d'autres exemples sur lesquels, pour l'instant, nous échouons. Le premier, évidemment, c'est la faune halieutique. Bon, pour ceux qui connaissent, vous savez que les poissons sont en train de disparaître et que nous n'aurons plus de poissons dans nos océans entre 2040 et 2050 si nous continuons à pratiquer la pêche industrielle en eau profonde. Et si le réchauffement continue de s'aggraver comme il le fait maintenant, qui provoque l'acidification des océans, parce que les océans absorbent une grande quantité de CO2, ce qui accélère l'acidification de la mer. Cette acidification concourt avec la pêche industrielle en eau profonde et la pollution à détruire les poissons. La faune des poissons, c'est un commun. Si vous la privatisez, elle disparaît, c'est ce qui se passe en ce moment. Heureusement, nous n'avons pas d'État mondial pour gérer les poissons. Donc il faut créer une institution hybride capable de faire en sorte qu'on puisse prendre soin de la faune halieutique, sans quoi nous aurons à la place pas grand-chose d'intéressant pour nous dans les océans. Ça pose la question, voulons-nous vivre, ou voulez-vous vivre, ou voulez-vous que vos enfants vivent sur une planète où il n'y aura plus de poissons dans les océans? Vous voyez? Et donc ça, c'est un exemple auquel nous échouons pour l'instant, mais pour lequel, à mon avis, il faut faire preuve d'inventivité. Et DNDi montre que c'est possible. On peut y arriver. Alors, cela dit, je suis tout à fait conscient avec vous que c'est une vraie difficulté. Deuxième point, le lien avec le collectivisme. Très honnêtement, ça n'a rien à voir. Le collectivisme, c'est l'absorption de la sphère sociale dans la sphère publique. C'est l'État qui prend le contrôle de la société et de la vie des gens. Les communs, c'est les communautés qui s'organisent pour prendre soin d'une ressource matérielle ou immatérielle. On ne peut pas dire que dans l'Union soviétique stalinienne ou en Corée du Nord, ou dans le Cambodge des Khmers, les communautés se soient organisées démocratiquement pour prendre soin de leurs ressources. Vous voyez, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Et d'une certaine manière, la polarité qui est devant nous, c'est celle-là, c'est la privatisation absolue du monde, ça c'est le fantasme néolibéral, l'absorption absolue de la sphère sociale dans la sphère publique, ça c'est le totalitarisme d'État, et entre les deux, il y a quelque chose à inventer, qui n'est ni l'un ni l'autre, qui sont les communs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus d'État,
Je le redis, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut garder un État qui assure les conditions de possibilité d'émergence des communs dans la société civile. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus de secteur privé. Il faut qu'il y ait un certain nombre de marchandises qui restent des marchandises privées, qui soient gérées par la sphère privée comme elles le sont aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas dire non plus qu'il ne faut pas des biens publics qui soient gérés par l'État. Mais il y a beaucoup de ressources matérielles et immatérielles qui ont certainement vocation à devenir des communs. Et c'est ça, qu'à mon avis, qu'il faut faire advenir. Et puis, la troisième question, la question sur la spiritualité. Donc, je rejoins complètement ce qu'a dit Vandana. Je suis assez convaincu que toutes les spiritualités du monde ont des ressources très très précieuses pour nous apprendre à faire cette conversion incroyable qu'il faut faire en plus à toute vitesse, qui est de nous guérir de ces 4 maladies que j'ai mentionnées tout à l'heure. Du côté du christianisme, j'en parle puisque nous sommes ici, puisque je suis moi-même jésuite, vous savez qu'il y a un procès qui est fait à la tradition biblique à cause de Genèse 1:8. Dieu s'adresse à Adam et Ève et leur dit croissez et multipliez-vous et dominez la terre. Bon, ce dominium terrae a été interprété comme une espèce d'impératif qui est donné par Dieu, donc la plus haute autorité possible pour les chrétiens, qui leur dit massacrez tout et saccagez tout. Et un certain nombre d'interprètes en prennent argument pour dire les responsables du désastre écologique qui est déjà en cours aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Ou en tout cas, c'est le christianisme. Ou en tout cas, c'est l'Occident en tant qu'il véhicule avec lui une culture chrétienne. La réponse à ceci, à mon avis, c'est premièrement, si vous regardez Genèse 1:9, Dieu dit aussi que tout le monde est végétarien. Donc cette domination de la terre, c'est une domination étrange, puisqu'elle suppose déjà de se guérir de la première maladie qui est de jouir de manger de la viande. Tout le monde est végétarien dans le jardin d'Éden. Ça, peu de gens le savent. Allez regarder, vous vérifierez. Deuxièmement, la question qu'il faut se poser, c'est dominer la terre, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage biblique? Là, évidemment, nous projetons tout de suite des images de violence, dont d'ailleurs notre imaginaire est alimenté par le cinéma. On ne s'en sort qu'à condition de tuer son voisin, et si possible plusieurs, avec des mitraillettes, une à chaque bras, dans le cinéma hollywoodien. Mais il faut évidemment s'interroger sur ce que signifie dominer. Et pour ça, évidemment, il faut retraverser toute la Bible. Vous ne pouvez pas simplement regarder le mot et dire « je sais à l'avance ce que veut dire ce mot ». Et, alors j'ai pas le temps de faire la traversée biblique, il faudrait un cours entier, mais je crois que la pointe, elle est donnée dans le dernier livre de la Bible. La Genèse, c'est le premier livre, c'est le début, et le dernier, c'est l'Apocalypse, qui nous dit quelque chose des temps de la fin, de l'eschatologie, de l'eschaton. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 3:20, pour ceux qui connaissent, nous entendons quelque chose de littéralement sidérant, qui est le Christ ressuscité, qui est comparé à un agneau, donc à un animal vulnérable, faible, que nous tuons volontiers quand nous ne regardons pas les petits yeux de l'agneau, avant de le manger. Et cet agneau, égorgé, qu'est-ce qu'il fait? Il invite les humains, hommes et femmes, à venir siéger sur le trône de Dieu avec lui. Apocalypse 3:20. Autrement dit, le pouvoir et la souveraineté pour le Dieu de la Bible, ça consiste à partager le trône avec les autres, avec ses sujets. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la domination violente du cinéma hollywoodien. C'est faire du trône, du lieu du pouvoir, un commun. Je le partage avec vous. C'est ça que nous dit Dieu dans l'Apocalypse. Simplement, pour ça, il faut que vous acceptiez de le partager avec moi. Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de nous. On aimerait bien prendre le pouvoir à la place de Dieu, mais pas pour le partager avec le bon Dieu. Voilà. C'est cet apprentissage que nous avons à faire. C'est ça l'apprentissage de la sainteté. Voilà. Alors si on comprend le dominium terrae, la domination de la terre, comme ça, dominer la terre prend un sens complètement différent. Ça veut dire prenez soin de la création et partagez votre souveraineté d'humain avec le monde vivant, avec le monde créé. Ça, c'est un magnifique programme écoféministe. Voilà. Autrement dit, on ne peut pas être chrétien sans être écoféministe.